Bienvenue dans L'amour dans les égouts, sur notre chaîne C'est Entre nous. Il suffit que se figurer la scène un petit instant, hein. La lumière est tamisée, l'atmosphère est absolument parfaite, le moment est hyper intime et vraiment passionné. Et là, d'un coup, sans aucun avertissement, la température de la pièce semble perdre 10 degrés. Ah ouais, le fameux froid glacial qui te tombe dessus sans prévenir. Mais carrément, le partenaire se recule, le regard devient hyper fuyant et il lâche cette question qui glace le sang du genre « Au fait, tu faisais exactement ça avec ton ex ?» Un silence de plomb s'installe et le désir, il s'évapore instantanément. C'est ce qu'on appelle en psychologie un arrêt d'urgence massif, une vraie rupture brutale de la connexion entre les deux personnes. C'est le l'amour par excellence, quoi. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est à la fois super universel et particulièrement tumultueux. On va parler de la gestion de la jalousie et de la possessivité, mais spécifiquement quand ces émotions décident de s'inviter sous la couette. Et c'est un terrain vraiment miné. Pour mener cette exploration, on a devant nous un script super détaillé qui décortique toute la psychologie complexe de l'intimité. Et surtout, il s'appuie sur des témoignages réels, vraiment bruts, de personnes qui ont traversé ces tempêtes. Exactement. Notre mission, à travers cette analyse, c'est vraiment de comprendre les mécanismes par lesquels cette jalousie empoisonne les relations. Et l'objectif final, bien sûr, c'est d'en extraire des outils concrets pour réussir à la désamorcer. Bon, décortiquons tout ça. Il est essentiel de poser le cadre d'emblée. Il s'agit de traiter une émotion humaine, très douloureuse, mais qui est profondément normale. C'est clair. Et c'est pour ça que toute notre approche ici se fait sans aucun jugement. Le but, c'est vraiment pas de pointer du doigt qui que ce soit. Non, le but, c'est de comprendre comment on peut apprivoiser ce sentiment avant qu'il ne détruise tout sur son passage. Ce cadre, il est vraiment vital, tu vois. Souvent, la société nous pousse un peu à cacher notre jalousie, à en avoir hyper honte. Ouais, on la met sous le tapis en espérant qu'elle disparaisse. Exactement. Pourtant, il ne s'agit pas du tout de condamner l'émotion en elle-même. Ce qu'on analyse, ce sont ses effets dévastateurs quand elle tourne en roue libre, quand elle est ni reconnue, ni canalisée. Mais attends, je suis sûre que pas mal de gens qui écoutent cette analyse se disent intérieurement un truc du genre « si mon partenaire n'est pas un minimum jaloux, c'est qu'il s'en fiche complètement de moi, non ?» C'est le gros cliché, ouais. On a tellement romancé cette idée, je trouve. Les sources disent-elles vraiment que cet instinct de protection territoriale n'a rien à voir avec de l'amour ? Alors là, le postulat de nos sources est vraiment catégorique sur ce point. C'est une distinction fondamentale en psychologie. La jalousie toxique ne naît absolument pas d'un excès d'amour. D'accord, donc c'est pas proportionnel à l'amour qu'on porte à l'autre. C'est hyper constrictif. Elle naît en fait d'un excès de peur. Sous la surface de la jalousie, il y aurait donc toujours de la terreur. C'est ce que dit le texte. Toujours, sans exception. C'est la peur d'être abandonné, la peur viscérale de ne pas être assez bien, la peur d'être remplacé par quelqu'un d'autre. C'est fou quand on y pense. Ouais, et c'est précisément là que réside la racine du problème dans l'intimité. Parce que, physiologiquement parlant, un moment intime, ça requiert un relâchement total. Le corps doit lâcher prise, quoi. C'est ça. Le corps doit être dominé par le système nerveux parasympathique. Tu sais, c'est le système du repos, de la connexion, celui qui libère l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Mais la peur, elle déclenche l'hypervigilance. Faisons juste une petite pause sur ce terme technique. L'hypervigilance. Concrètement, c'est le cerveau qui se met en mode détection de menaces, non ? Exactement. Comme un radar de survie qui tournerait à plein régime pour scanner la pièce. C'est vraiment l'image parfaite. L'hypervigilance, c'est le système nerveux sympathique qui prend le relais d'un seul coup. C'est littéralement l'adrénaline et le cortisol, l'hormone du stress, qui inondent tout le corps. Donc le cerveau scanne son environnement pour trouver d'où vient le danger. Voilà. Et le problème majeur, c'est que ces deux états physiologiques, le relâchement intime d'un côté et l'alerte rouge de survie de l'autre, ils sont biologiquement incompatibles. Ah oui, on peut pas être détendu et prêt à fuir un lion en même temps. C'est impossible. Donc, quand la peur de l'abandon s'active au moment précis où on est censé se connecter à l'autre, elle transforme un espace de plaisir et de vulnérabilité en une zone de contrôle et d'anxiété qui est juste insupportable. C'est comme installer un système d'alarme ultra sensible et complètement assourdissant directement dans une chambre à coucher. Au lieu de protéger le foyer, cela empêche tout simplement de trouver le repos et la connexion. Le moindre craquement de plancher déclenche toutes les sirènes. Ce qui est fascinant ici, c'est à quel point il est vital de reconnaître la jalousie non pas comme un défaut honteux, mais vraiment comme un simple signal d'alarme psychologique. Faut arrêter de se flageller avec ça, en fait. Totalement.
C'est juste un indicateur sur ton tableau de bord interne qui clignote en rouge pour signaler qu'il y a une insécurité profonde qui hurle pour obtenir de l'attention. Et tant qu'on tape bêtement sur le tableau de bord en espérant que la petite lumière s'éteigne, on répare pas du tout le moteur qui est en pleine surchauffe. La théorie de la peur, bon, c'est limpide sur le papier, mais en pratique, c'est un poison d'une subtilité redoutable. Et c'est là que les cas concrets nous aident vraiment à comprendre. Oui, nos sources nous offrent un cas clinique vraiment parfait pour observer comment cette mécanique se déploie dans la vraie vie. C'est l'histoire d'Emma et Nicolas. Un cas qui illustre à merveille le fameux piège de l'interrogatoire destructeur. Le document décrit la situation comme ça. Emma, elle a 32 ans et Nicolas 34. Leurs sentiments sont sincères, très réels, mais Emma possède un déclencheur interne qui est extrêmement sensible. Une vraie mèche courte sur le plan émotionnel. C'est ça. De simples regards de Nicolas vers l'extérieur, même des trucs totalement innocents ou fortuits, ça suffit à la faire basculer. Et sa réaction, elle est décrite comme assez glaçante. Ouais, elle devient soudainement très distante, son corps se crispe complètement. Mais le pire, comme je le mentionnais au tout début, c'est qu'elle se mettait à poser des questions hyper insistantes sur les ex de Nicolas ou sur ses collègues de bureau. Et ça, pendant l'acte même. C'est terrible. On imagine aisément l'effet dévastateur que ça a sur la dynamique de leur couple. L'intimité, c'est vraiment le moment où les barrières sont censées tomber, où on doit se sentir le plus en sécurité. C'est le sanctuaire par excellence. Et en introduisant le spectre des anciennes relations à cet instant très précis, Emma, en fait, elle transforme le lit en une véritable salle d'interrogatoire. Le témoignage de Nicolas est très très clair là-dessus. Il avoue dans le document qu'il avait l'impression de, je cite, « marcher sur des œufs en permanence ». C'est usant à la longue. Tu m'étonnes. Dans un moment qui exige une spontanéité totale, il se sentait constamment jugé, scanné, évalué sous un microscope. Forcément, toute envie était instantanément bloquée chez lui. Et on le comprend. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en y réfléchissant un peu, le comportement d'Emma, il renferme un paradoxe assez tragique. C'est presque cruel pour elle quand on y pense. Que cherche-t-elle au fond en posant ces questions super intrusives ? Elle cherche à se rassurer, tout simplement. Voilà. Elle cherche désespérément à se rassurer. Elle veut que Nicolas lui prouve qu'elle est unique, qu'elle capte vraiment toute son attention. C'est une recherche de sécurité, mais qui passe par le biais du contrôle de l'information. Elle veut tout savoir pour être sûre qu'il n'y a pas de menace. Sauf qu'en utilisant l'interrogatoire en pleine intimité, l'effet qui est produit, c'est l'exact opposé. C'est comme essayer d'éteindre un incendie en jetant une énorme couverture d'anxiété dessus, sauf que cette fameuse couverture, elle est tissée avec de l'essence. C'est une très bonne image. Sa tentative désespérée de sécuriser son amour, c'est précisément le carburant qui étouffe le désir de Nicolas et qui finit par le repousser physiquement. En fait, elle crée de toutes pièces le rejet qu'elle redoute tant. En psychologie, c'est ce qu'on appelle l'exemple classique de la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à force d'avoir peur de l'abandon, on finit par le provoquer. Exactement. La peur de l'abandon pousse à des comportements qui sont tellement étouffants que l'abandon finit par devenir en fait la seule issue logique pour le partenaire qui est complètement épuisé. Heureusement, nos sources expliquent comment ce couple a réussi à briser ce cercle vicieux. Emma et Nicolas ont instauré une solution qui semble hyper simple en apparence, mais qui est qualifiée de salvatrice dans le texte. C'est l'instauration d'une règle d'or. Une règle très stricte, oui. Une règle interdisant formellement de discuter de jalousie, d'ex ou de n'importe quelles insécurités à l'intérieur de la chambre à coucher. S'il y a le moindre doute, la moindre angoisse qui monte, on sort de la pièce directe. Et ça, c'est une stratégie de séparation géographique du conflit. Son efficacité neurobiologique est vraiment prodigieuse. Franchement, explique-moi ça. Comment la géographie d'un simple appartement peut-elle régler un problème psychologique qui est aussi profond ? Eh bien, tout repose en fait sur la mémoire associative de notre cerveau. Notre esprit, il cartographie l'environnement en y attachant des émotions très précises. C'est le fameux réflexe pavlovien, si tu veux. D'accord, on associe un stimulus à une réaction. Exactement. Si le lit devient systématiquement le tribunal des ex et le lieu des interrogatoires hyper-anxieux, le cerveau finit par associer la chambre, l'odeur des draps, la lumière et la simple présence de l'autre dans ce lit à la notion de conflit et d'anxiété. Donc juste le fait de se mettre sous la couette, ça déclenche le stress. C'est ça. Le corps se tend avant même que le tout premier mot ne soit prononcé. On programme littéralement notre propre corps à stresser dès qu'on passe le pas de la porte de la chambre, en fait. Tout à fait. Et en instaurant cette règle stricte, Emma et Nicolas, ils sanctuarisent l'espace intime. Ils forcent leur cerveau à créer de nouvelles voies neuronales, de nouvelles habitudes. Ils réinitialisent le système, en quelque sorte. Ils s'envoient un message hyper clair. Ici, on est en sécurité.
Les conflits s'arrêtent au seuil de la porte. Sortir physiquement du lit pour aller discuter de ses angoisses, dans le salon, avec une lumière vive, assis sur le canapé avec un verre d'eau, ça permet de changer d'état mental. On redescend d'un cran. Oui. Et pendant ce temps, le corps peut réapprendre à se détendre dans la chambre, ce qui restaure la confiance. Vraiment, brique par brique. L'expert explique vraiment bien pourquoi séparer géographiquement le conflit de l'espace intime permet de restaurer cette confiance. On débranche l'alarme au-dessus du lit et on va la déplacer dans le salon, là où on a l'espace mental et physique pour examiner le problème rationnellement. C'est vraiment brillant. Mais si l'interrogatoire anxieux d'Emma, c'est une manifestation de la jalousie tournée vers la quête de réassurance, nos sources mettent en évidence une autre mécanique. Une mécanique beaucoup plus insidieuse, oui. Et beaucoup plus dominatrice aussi. C'est la possessivité agissant carrément comme une armure. Là, on glisse vraiment du territoire de l'angoisse un peu passive vers celui du contrôle total. Et c'est parfaitement illustré par le second cas clinique du document, celui de Julie et Marc. Le document nous dresse le portrait de Julie, qui a 37 ans, et de Marc, 39 ans. Chez eux, la dynamique, elle était bien différente. La jalousie de Marc ne se manifestait pas par des petites questions angoissées. Ah non, pas du tout de recherche de validation verbale ici. Non, ça se manifestait par une domination écrasante, presque militaire, selon les mots du texte. Il contrôlait méticuleusement les fréquentations de Julie, il passait en revue ses tenues vestimentaires avant même qu'elle ne sorte. C'est un niveau de contrôle qui est très envahissant. Et dans l'intimité de la chambre, l'attitude qui est décrite est très directive, très dominante. Le script précise que l'objectif inconscient de Marc, c'était de, je cite, « marquer son territoire ». Et ça, c'est vraiment une expression qui glace le sang lorsqu'elle est appliquée à une relation entre deux êtres humains. On parle pas de possession matérielle. Le mot est super juste, c'est glaçant. Et Julie rapporte dans son témoignage un sentiment d'étouffement insoutenable. L'illusion romantique de la protection masculine un peu cliché, elle avait complètement disparu. Forcément, tu finis par étouffer. Elle se sentait ravalée au rang de possession, un simple objet sur lequel on vient coller une étiquette pour dire « ça m'appartient ». Et c'est destructeur pour l'estime de soi. Totalement. Il a fallu une intervention thérapeutique vraiment profonde pour réussir à percer l'armure de Marc. Et ce que la thérapie a révélé remet beaucoup de choses en perspective, je trouve. Ah oui, c'est la partie la plus révélatrice du document. Parce que l'attitude dictatoriale de Marc, elle provenait pas du tout d'une assurance inébranlable, ni d'une malveillance innée d'ailleurs. Non, c'était tout l'inverse en fait. Ça découlait directement de blessures d'abandon majeures qu'il avait vécues dans son passé. Sa domination tyrannique, c'était qu'un bouclier désespéré contre la terreur d'être à nouveau trahi. C'est le mécanisme de surcompensation par excellence. Et c'est entièrement piloté par le cerveau reptilien. Attends, je vous arrête sur ce concept. Quand on parle de cerveau reptilien, on parle bien de cette structure très primitive dans notre tête, l'amygdale, qui gère uniquement les instincts de survie basiques, comme fuir ou attaquer, c'est bien ça? C'est exactement le mécanisme qui est en jeu ici. Face à un traumatisme passé qui n'a pas été résolu, le cerveau reptilien y devient le maître à bord. Il prend les commandes de l'avion. C'est ça. Il perçoit l'intimité amoureuse, qui implique forcément de s'ouvrir et donc d'être vulnérable, non pas comme une superbe opportunité de bonheur ou de partage. Il la voit comme quoi alors? Il la voit comme une menace mortelle imminente. La psyché de Marc a choisi l'attaque préventive. Pour éviter toute surprise douloureuse, il s'est convaincu que le contrôle absolu de son environnement, et donc de sa partenaire, c'était la seule et unique garantie de survie. Donc en plein moment romantique, le cerveau de Marc agit littéralement comme s'il était chassé par un prédateur et qu'il devait soumettre la menace pour s'en sortir. C'est vertigineux quand on y pense. Mais n'est-il pas incroyablement difficile d'admettre sa propre vulnérabilité quand le réflexe instinctif de survie pousse justement à montrer de la force, de la domination et du contrôle? Si on relie ça à la situation globale, c'est d'une complexité folle, oui. C'est totalement contre-intuitif. Le grand défi de Marc, c'était de comprendre que, dans le contexte d'une relation amoureuse saine, la personne en face, ce n'est pas l'ennemi. C'est son partenaire de vie. Exactement. Le basculement s'opère vraiment dans la friction, dans cette zone d'inconfort extrême, où on doit délibérément baisser les armes en pleine ligne de mire imaginaire. C'est terrifiant pour lui. Concrètement, comment le document décrit-il la méthode qui a été employée par Marc pour réaliser ce basculement mental ? Eh bien, ça passe par un changement radical de communication. Il a dû remplacer tout son arsenal d'accusations et d'ordres par l'aveu brut de sa propre faille, montrer comment la vulnérabilité, et non le contrôle, crée paradoxalement la véritable sécurité.
Donc, au lieu de donner des ordres, il dit quoi? Au lieu de verrouiller la situation en disant « tu ne sors pas avec cette tenue » ou de s'imposer physiquement pour marquer son territoire, la thérapie lui a appris à avaler sa fierté défensive, à formuler les choses autrement, à dire tout simplement « j'ai terriblement peur en ce moment ». Le simple fait de dire « j'ai peur » plutôt que d'attaquer, c'est d'une vulnérabilité vertigineuse pour quelqu'un qui a l'habitude d'être aussi blindé. Et c'est paradoxalement d'une puissance inouïe dans le couple. Le contrôle rigide, ça crée inévitablement de la résistance chez le partenaire, qui étouffe et cherche naturellement à fuir la prison. On a envie de s'échapper quand on est enfermé. Voilà. La vulnérabilité, en revanche, ça désarme complètement la situation. En avouant sa terreur, Marc n'a pas du tout étalé une faiblesse pitoyable. Il a fait preuve d'un courage immense. Et ce courage, il a suscité une empathie immédiate chez Julie. Elle a compris qu'il souffrait. C'est ça. Et ça a créé soudainement l'espace de sécurité authentique dont leur couple avait si cruellement besoin pour respirer à nouveau. C'est un renversement total de perspective. Baisser les armes, ça devient la seule preuve irréfutable qu'on ne se trouve pas sur un champ de bataille. Si l'on rassemble l'expérience d'Emma, de Nicolas et celle de Julie et Marc, on voit bien que comprendre la peur, ça suffit pas. Il faut vraiment agir dessus. Cela nous amène naturellement à la fameuse boîte à outils. La partie la plus pratique de l'exploration, oui. C'est ça. Après avoir identifié les pièges et exploré les témoignages, il est temps de consolider ces stratégies pratiques qu'on a tirées de l'ensemble des sources. Elles ne se contentent pas de grandes théories, elles fournissent des stratégies concrètes pour ne plus subir cette émotion, mais la court-circuiter. Ces stratégies, elles imposent quand même une restructuration assez complète de la manière dont les partenaires communiquent, surtout quand ils sont sous tension. Passons ces 5 outils au crible un par un. Le premier, on l'a largement disséqué avec Emma et Nicolas, c'est l'interdiction formelle de laisser la jalousie franchir le pas de la porte de la chambre. La séparation de l'espace, la règle numéro 1, c'est vraiment la base d'une bonne hygiène relationnelle. Tout à fait. Mais le deuxième point soulevé par le script, personnellement, me fascine particulièrement. Il s'agit de bannir complètement l'utilisation du « tu » accusateur pour le remplacer au profit du « je ». Ah ça, sur le plan neurologique, la différence entre utiliser le « tu » et utiliser le « je » pendant un conflit, c'est juste monumental. Le texte donne d'ailleurs un très bon exemple de mise en situation. Imaginez un peu la tension d'une soirée où la jalousie commence à monter. Lancer une attaque comme « tu passes ton temps à regarder les autres », ça semble être un réflexe hyper naturel quand on souffre, non? C'est le premier truc qui nous vient à la bouche, souvent. Mais le conseil ici, c'est de mordre sa langue, de respirer un bon coup et de formuler plutôt la chose comme ça. « Je me sens inquiet, j'ai peur que tu me quittes ». Franchement, comment un simple changement de linguistique peut-il à ce point modifier la physiologie d'une dispute? C'est très simple en fait. Le « tu », il pointe un doigt virtuel vers l'autre. Il agit comme une vraie arme verbale. Face au « tu », le cerveau reptilien dont on parlait tout à l'heure, il s'active instantanément. Le partenaire se sent acculé? Il se sent attaqué, oui. Et sa réaction automatique, ça va être de se défendre, de nier en bloc, de s'énerver ou de se fermer complètement comme une huître. Dans tous les cas, le dialogue est mort. Le fameux « tu qui tue ». Exactement. Le jeu, en revanche, il déplace la caméra. On décrit plus les actions supposées de l'autre personne, on décrit sa propre réalité émotionnelle interne à soi. On parle de son propre ressenti. Voilà, on invite le partenaire à regarder une blessure ouverte qu'on porte en nous et non à se défendre d'un crime imaginaire qu'il aurait commis. Et ça fait appel à l'empathie au lieu de déclencher les boucliers. On passe littéralement d'un procès à une demande de soins. C'est super fort. Le troisième outil proposé prolonge d'ailleurs cette idée de soins mutuels. C'est de créer des rituels de sécurité. Le document liste des petites actions vraiment quotidiennes, comme se faire des compliments réguliers et sincères, ou instaurer des moments exclusifs de connexion, complètement déconnectés des écrans. Il me semble que c'est pas juste de la flatterie vide pour calmer une crise momentale, Elsie. Ah non, loin de là. Il s'agit d'un vrai travail de prévention fondamental. Moi, je compare toujours ça à l'équivalent de déposer régulièrement de l'argent sur un compte d'épargne émotionnelle. C'est une super analogie. Si le terreau quotidien de la relation, il est gorgé de réassurance, de preuves d'affection explicites et constantes, alors la petite graine de la jalousie trouvera un environnement qui est beaucoup trop hostile pour réussir à germer, le jour où un moment de fragilité ou un malentendu surviendra. En gros, c'est constituer des réserves bien solides pour affronter l'hiver émotionnel.
Le quatrième point fait directement écho à l'asphyxie vécue par Julie face à Marc. C'est le respect absolu de l'espace vital de l'autre. Et ça, c'est non négociable. Une relation saine nécessite de la liberté, de l'oxygène et surtout pas des chaînes. Sans liberté de mouvement, le désir meurt tout simplement asphyxié. Enfin, le cinquième et dernier point relève d'un certain bon sens, mais il mérite vraiment d'être souligné. C'est de consulter un thérapeute professionnel si la jalousie devient toxique. Et il faut arrêter de voir ça comme une faiblesse. Complètement. Ce n'est pas un aveu d'échec du couple. C'est une lucidité qui est nécessaire quand la mécanique de la jalousie s'emballe et qu'elle échappe au contrôle des deux partenaires. Si ta voiture a de graves problèmes de frein, tu tentes pas de la réparer toi-même en roulant sur l'autoroute, quoi. Tu vas au garage. C'est clair. Et toute cette boîte à outils, elle met en lumière une réalité qui est très exigeante dans la vie à deux. Construire la confiance, ça n'a vraiment rien de passif. On réalise en effet que ces rituels, ces changements radicaux de vocabulaire avec le « je », ce ne sont pas de simples pansements pour masquer les symptômes d'une crise passagère. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Au fond, l'intégration de ces méthodes permet de forger une relation radicalement plus mature et beaucoup plus solide. On arrête enfin d'exiger de son partenaire qu'il modifie le monde entier et censure ses moindres faits et gestes juste pour pallier nos propres angoisses. C'est vraiment le cœur du changement, ça. Et cela soulève une question importante pour quiconque souhaite avancer. Pour combattre l'insécurité, il faut vraiment se tourner vers ses propres émotions, avec une immense compassion, sans ressentir de honte et surtout sans colère. Accueillir sa propre fragilité. Il faut accepter l'inconfort d'être fragile, se défaire de cette colère défensive qui masque habituellement cette vulnérabilité. La confiance absolue envers quelqu'un, c'est pas un produit fini qu'on acquiert comme ça le premier jour de la relation. C'est un choix. C'est un travail quotidien. Une décision, parfois super difficile, qu'on doit consciemment renouveler chaque matin. Envers l'autre, bien sûr, mais surtout envers soi-même. On quitte définitivement le poste de surveillance pour entamer un vrai voyage d'introspection. C'est un changement de paradigme qui redonne tellement d'air au couple. Pour récapituler un peu le fil de notre exploration d'aujourd'hui, cette émotion brûlante, cette jalousie qui est étouffante quand elle s'invite dans l'intimité et qui semble vouloir tout détruire, ce n'est en fin de compte qu'un appel au secours. Un appel désespéré de nos propres peurs, oui. Un écho de vieilles blessures, la peur du vide, la peur du rejet, l'impression de manquer de valeur. La souffrance de ceux qui vivent ça, elle est très réelle. Mais le texte nous montre bien que la fatalité n'existe pas du tout dans ce domaine. C'est le message d'espoir central de nos sources. En la sortant de la chambre pour préserver l'espace intime, en utilisant le jeu vulnérable à la place du tu inquisiteur et en cultivant le courage d'affronter ses propres terreurs, l'étau peut vraiment se desserrer. Et elle peut être désamorcée, cette bombe émotionnelle. Les témoignages de nos couples prouvent que ce chemin de guérison, bien qu'il demande une humilité vraiment constante, il est remarquablement efficace. Il y a là une dimension qui est extrêmement libératrice. Quiconque est régulièrement accablé par ses propres montées d'adrénaline jalouse, ou, à l'inverse, quiconque se sent submergé ou étouffé sous le poids de la possessivité d'un partenaire, peut trouver ici des preuves tangibles que le changement est possible. Des mécanismes clairs existent pour s'extraire de ce champ de mine et retrouver la légèreté des premiers jours. L'intimité amoureuse doit demeurer un refuge, jamais un tribunal. Et c'est en ayant le courage d'aller regarder ces ombres qu'on parvient à ramener la lumière dans ce refuge. Magnifique. Et pour conclure notre analyse, les sources nous guident vers une réflexion finale. Une perspective assez nouvelle qui bouscule un peu nos certitudes habituelles. Si l'on accepte l'idée que cette jalousie naît presque entièrement de blessures passées et de profondes insécurités personnelles, les moments où l'on se sent le plus jaloux, ces épisodes intenses, ne pourraient-ils pas être perçus sous un jour totalement différent ? C'est une approche fascinante, qui transformerait presque le poison en remède. Exactement. Au lieu de les voir comme une énième crise existentielle du couple ou comme la preuve accablante que le partenaire a forcément fauté, on pourrait apprendre à les utiliser comme une boussole interne. Une boussole hyper précise. Une boussole d'une précision chirurgicale, oui, qui nous indiquerait la localisation exacte des failles de notre propre estime de soi. Une boussole indiquant précisément quelles parties de notre propre âme ont besoin d'être nourries, choyées et guéries, et ce, indépendamment de notre partenaire. Une lecture pareille, ça redonne vraiment l'intégralité de son pouvoir d'action à la personne qui souffre. L'émotion subie devient un outil d'investigation de soi.
C'est une magnifique façon de cesser d'être la victime de ses propres réactions pour en devenir enfin l'architecte. Un immense merci pour l'éclairage de ces dynamiques qui sont si denses et souvent douloureuses. C'était une véritable descente dans la complexité de l'esprit humain, rendue incroyablement accessible. Merci, c'était une discussion vraiment nécessaire, je trouve. Mettre des mots sur ces mécanismes, c'est déjà commencer à les désarmer. On ne saurait mieux dire. Pour tous ceux qui nourrissent cette réflexion, il est vital de garder en tête une vérité immuable. L'amour véritable ne se possède pas, il se respire à plein poumon. La véritable intimité, celle qui dure et s'épanouit avec le temps, ne peut fleurir que dans la liberté mutuelle. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des rouages de la psyché humaine avec nous et veillez à chérir cet espace de liberté vitale à la fois pour vous-même et pour l'autre. À la prochaine! À très bientôt.